j'accepte bien volontiers de vous délivrer quelques mots rapidement concernant la nature de notre régime et surtout les raisons qui en expliquent aujourd'hui la présence dans les différents orients des provinces qui constituent la structure organisationnelle à la fois historique et administrative de l'ordre. Jean-Baptiste Villermoz s'est éteint le 29 mai 1824. Nous mesurons aujourd'hui, en mai 2022, la distance qui nous sépare de cet homme illustre et, à bien des égards, extraordinaire, à qui nous devons à peu près tout en tant que frères du régime écossais rectifié. En effet, c'est à Jean-Baptiste Villermoz que nous devons cette idée magnifique, mais extrêmement ambitieuse, de réforme. Et nous parlons ici dans un pays où les noms de réforme a quelque écho, eu égard à la longue histoire de Genève. Il a accueilli un Français, Jean Calvin, de manière à y témoigner des lumières de la révélation évangélique dont son institution chrétienne, en plusieurs volumes, reste d'une lecture tout à fait fondamentale, à mon sens, pour comprendre ce qui était en train de se développer entre Saône et Rolle, à Lyon, comme volonté de réforme de la stricte observance. Si nos frères de la réforme évangélique du XVIe siècle souhaitaient revenir aux bases fondamentales de l'Évangile et du christianisme des premiers siècles, l'ambition de Jean-Baptiste Villermoz et des frères qui étaient autour de lui est encore plus poussée, si l'on peut dire, dans l'histoire, puisqu'ils souhaitent se raccrocher au berceau du sacerdoce primitif qu'Adam, en Éden, célébrait envers l'Éternel. Et c'est ce sacerdoce cosmique que nous avons plus ou moins évoqué lors de cette consécration, par la mise en œuvre des éléments 3 au régime écossais rectifié. Pour ceux qui ont été attentifs, on a parlé que de l'eau, la terre et le feu. L'air, chez nous, en effet, n'est pas un élément. Il relève d'une toute autre dimension. Une dimension certes invisible, puisque parmi la visibilité immédiate de ce que l'homme perçoit, c'est peut-être ce qui lui est le plus essentiel et qui en même temps, aux yeux, lui est transparent. Sans un souffle d'air, sa vie ne pourrait perdurer. Mais cet air
devant lui n'apparaît pas. Quelle forme a-t-il? Il en aperçoit les interstices. Lorsqu'un rayon de soleil vient traverser la pièce où il se trouve, laissant voir quelques brins de poussière à travers les carreaux. Mais la substance même de l'air relève de l'invisibilité. Or, cette invisibilité est précisément ce sur quoi travaille le régime écossais rectifié, ce qui n'est pas perceptible à la vue immédiate. Cette invisibilité, c'est cette longue chaîne manifestée des patriarches, des justes et des prophètes, jusqu'à nous, et qui ont maintenu le sacerdoce de l'Éternel, le sacerdoce enseigné par le grand architecte de l'univers à Adam. Pour quelle raison? Pour qu'il puisse enfin contribuer à la réalisation de ce retour en grâce et en amitié auprès de la divinité, retour sans lequel son lien est brisé. Sa relation est inféconde. On peut diriger vers le ciel 1001 prières. On peut exprimer des formules magnifiques. Mais si le lien intérieur, spirituel, authentique, lui, fait défaut, c'est l'ensemble des expressions qui perdent toute leur valeur et qui finalement ne sont que du bruit, du flatus vocis, comme on dit. Or, si nous parlons de retour, il y a un mot au régime écossais rectifié qui symbolise par excellence cette notion de retour. Un mot qui a également un symbole, le phénix, que certains portent sur leur sautoir pour en manifester la présence, et que Jean-Baptiste Villermoz a voulu faire le symbole par excellence de l'ordre rectifié. Mais ce phénix, qui en effet est le symbole du régime, est aussi le symbole d'un chemin, un chemin de retour qui s'appelle la réintégration de l'homme en ses premières propriétés, vertus et puissances spirituelles divines, primitives. La réintégration de l'homme dans ses premières propriétés. Mais alors, si je vous comprends bien, le phénix dont Jean-Baptiste Villermoz a voulu faire le symbole de l'ordre est également le symbole de la réintégration de l'homme dans ses premières propriétés, vertus et puissances spirituelles divines primitives. En effet, monsieur, votre raisonnement ne vous trompe pas, c'est ainsi. Et alors, monsieur, comment mettre en œuvre ce chemin de réintégration? Précisément, la rectification de la stricte observance, la réforme de cet ordre sublime et illustre, et à bien des égards vénérable, dans lequel nous trouvons des figures vis-à-vis desquelles
nous observons et conservons un respect infini, sachant que Jean-Baptiste Villermoz, en juillet 1774, lorsque le visitateur de la stricte observance arrive à Lyon sur ordre du grand maître général, le duc de Brunswick, reçoit Jean-Baptiste Villermoz et l'ensemble des frères qui sont autour de lui, qui constituent déjà la bienfaisance avant la rectification, dans des rituels qui sont les rituels du convent de Colo, puis du convent de Brunswick, c'est-à-dire 1772 et 1775. Et que sont ces rituels? Ce sont les rituels de Stark. Ce sont les rituels spécifiques qui ont pour but de conférer à l'ordre disparu du Temple un clergé. C'était l'ambition de Stark, Johann August von Stark, théologien, esprit magnifique. Mais qu'est-ce qui va conduire Jean-Baptiste Villermoz à considérer que cette cléricature intérieure de la stricte observance est néanmoins coupée, éloignée d'une connaissance spécifique qui va décider Villermoz et les frères qui sont autour de lui à engager la réforme de la stricte observance. Eh bien, tout simplement, et c'est le deuxième grand point de cet exposé, tout simplement parce que il faisait défaut à cette stricte observance un enseignement qui portait pour nom la doctrine de la réintégration des êtres. Et nous comprenons par ce qui vient d'être dit pour quelle raison cet ordre illustre et admirable sur bien de ses aspects, néanmoins, avait besoin de cette féconde réforme pour qu'il reçoive la doctrine de la réintégration. Alors vous me direz, la doctrine de la réintégration, c'est quand même un vaste sujet qu'il est difficile de pouvoir exposer comme ça, en après-midi, de manière un peu détendue et de façon un peu livresque, et qui exige une étude relativement sérieuse et attentive. Ce en quoi vous aurez raison. Et c'est d'ailleurs le but des travaux de l'ordre, d'amener par une propédeutique douce, bienfaisante et bienveillante, comme dit Jean-Baptiste Villermoz, peu à peu, à la découverte, avec le temps nécessaire pour chacun, et il ne faut pas précipiter les étapes, à la proximité de ce christianisme de nature transcendante qui relève des connaissances séculaires qui se perdent dans la nuit des siècles et qui nous rattachent, comme disait Joseph de Maistre, par une chaîne souple et invisible à chaque période de l'histoire jusqu'à l'être éternel et infini qui est la bonté
la justice et la vérité même. Ce rattachement caractérise à tel point le régime écossais rectifié qu'on lui donne souvent pour nom réforme de Lyon. La réforme de Lyon. On parle du régime réformé, à juste titre, du régime rectifié. On écarte les désignations autres par lesquelles il est qualifié, et lorsque, entre frères, nous disons régime rectifié, ordre, réforme de Lyon, toutes ces désignations sont synonymes et, au fond, désignent exactement la même chose. Alors, certes, la volonté de réformer la stricte observance pour y introduire la doctrine de la réintégration pouvait être un projet extraordinairement ambitieux, mais encore fallait-il être en mesure de le concrétiser et de le réaliser. Et c'est ce que Jean-Baptiste Villermoz va faire avec un art, une adresse, une intelligence tout à fait remarquable et à ce point extraordinaire que l'on peut dire que le nom de Villermoz et le nom de régime écossais rectifié sont quasi synonymes, ils sont inséparables. L'idée de vouloir séparer le régime de la doctrine villermozienne qui le caractérise et qui est son identité la plus profonde n'a strictement aucun sens. Or, après que Joseph-Antoine Pont ait transmis toutes les archives de Jean-Baptiste Villermoz après sa disparition, afin que survive l'ordre à nos frères du Grand Prieuré indépendant d'Helvétie, et qu'il ait accompli sa traversée du désert, puisque il disparut de France et des provinces françaises de 1830 jusqu'à ce que un frère du Grand Orient de France, Camille Savoir, en 1911, qui était médecin spécialisant en médecine infectieuse et en particulier en tuberculose, on voit que les sujets de notre temps nous rapprochent des sujets qui étaient ceux du début du siècle dernier, par l'heureuse rencontre faite dans les colloques auquel il était invité par sa qualité médicale, découvre la pratique du régime ici, en ces terres, préservé, conservé, comme un dépôt sacré qui avait été confié et qui était en attente de son retour à la lumière et à la vie en terre de France qui était sa patrie d'origine. Camille Savoir avait de hautes responsabilités au Grand Orient. Il était le souverain grand commandeur des rites. Ça veut dire qu'il avait autorité sur tous les rites du Grand Orient de France. Et il avait déjà, à cette époque, une belle carrière de dignitaire maçonnique. Et Jean-Baptiste Villermoz, dont la rencontre avec Camille Savoir a été dans un premier temps un étonnement. Camille Savoir venant d'une famille républicaine, athée, peu enclinte à quelques sympathies vis-à-vis de tout ce qui était du discours révélé
et de la présence du grand architecte de l'univers, qui, comme vous le savez, avait disparu des rituels au Grand Orient de France, comprend, lors de sa réception au régime écossais rectifié, l'essence, intuitivement, de ce qu'est le christianisme primitif. Lorsque le vénérable maître, dit-il, dans les temples de la franc-maçonnerie, ce livre que j'invite d'ailleurs tous les frères à ouvrir, qu'à lui savoir, lorsque le vénérable maître évoqua l'esprit, le plus pur esprit du christianisme, et signifia qu'il s'agissait en fait du commandement de Jésus-Christ d'invitation à la fraternité universelle, aimez-vous les uns les autres, qu'à lui savoir dit qu'il comprit immédiatement qu'il était fait pour le régime écossais rectifié. Lui qui, dans l'exercice de sa profession médicale, ne comptait ni les heures, ni l'énergie pour se précipiter au chevet des malades, parcourir des distances incalculables parfois. Il n'y avait pas de TGV à l'époque. Pour aller de son cabinet parisien à telle ou telle province au chevet d'un souffrant et d'un malheureux. Et ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'il était également d'une générosité tout à fait exemplaire, ne faisant pas souvent payer ses consultations lorsque les personnes qu'il rencontrait n'étaient pas en mesure de pouvoir payer les soins qui leur étaient prodigués. Eh bien, Camille Savoir, tout à coup, considère que sa mission première, est de ramener le régime écossais rectifié à Paris, de le développer et d'ouvrir une loge de manière à ce qu'elle puisse travailler sous les auspices de ce régime. Et c'est ainsi qu'est créée la première loge, qui d'ailleurs porte chez nous le numéro 1 à la matricule de l'ordre, le Centre des Amis, à Paris, où les trois grandes figures qui entourent Camille Savoir, Gaston Bastard et Édouard de Ribeaucourt vont, en invitant ceux qui sont autour d'eux à venir découvrir les lumières de ce régime et à travailler sous les auspices du régime écossais rectifié. Je passe les différents épisodes que vous retrouverez dans un excellent livre qui s'appelle « L'histoire du régime écossais rectifié des origines et nos jours ». Mais vers 1934, un événement va précipiter les choses, si l'on peut. Camille Savoir a l'ambition de réveiller le régime à l'intérieur du Grand Orient de France. Et il croit sincèrement pouvoir le faire. Il s'en ouvre aux frères du Conseil de l'Ordre, mais le problème, c'est que les termes des rituels du régime heurtent, à l'époque, les oreilles sensibles de nos frères qui ont quelques délicatesses avec les formules par trop chrétiennes et transcendantes de nos rituels. Et on propose à Camille Savoir, tout simplement, d'évacuer discrètement tel ou tel manuscrit, les formules qui pourraient être non audibles.
Et là, Camille Savoie va avoir une attitude qui explique notre origine, car le grand directoire des Gaules n'a pas trop d'autre origine que celle-ci. Camille Savoie, avec le caractère qui était le sien, et malgré la place de grand dignitaire et la carrière magnifique qui avait déjà été la sienne, il avait plus de 60 ans à l'époque, dit « Non, il n'en est pas question. Nous travaillerons le régime écossais rectifié tel que Jean-Baptiste Villermoz a voulu qu'il soit pratiqué et selon les rituels d'origine. » Inutile de vous dire que l'ambiance se rafraîchit de plusieurs degrés. On était à la fin de l'année 1934 et Camille Savoie développe tant et plus des efforts pour essayer de parvenir à convaincre les autorités du Grand Orient de France. Hélas, il se heurte à une forte opposition irréductible qui lui était impossible de pouvoir modifier et convaincre des bienfaits de l'ambition à laquelle il aspire. Et c'est alors qu'en mars 1935, entre le 23 et le 25 mars, exactement, à Neuilly, Villa des Acacias, les frères de la préfecture de Genève, ayant à leur tête Ernest Rochat, pasteur de son État, ayant d'ailleurs fait une thèse en théologie que je vous invite à lire, sur l'essence du manichéisme, qui est tout à fait intéressante, et qui d'ailleurs faisait qu'Ernest Rochat, ceci dit entre nous, avait quelques préventions à l'égard de Martinez de Pasquali. J'en ai encore parlé, mais on l'a évoqué lorsqu'on a parlé de la doctrine de la réintégration des êtres. Malgré tout, vient à Paris, avec l'ensemble des dignitaires du Grand Prieuré indépendant d'Helvétie, et réveille, lors de cette cérémonie, l'instance française gouvernant les 3 provinces, et il ne se trompe pas, car vous savez qu'on parle d'un grand prieuré national lorsqu'une nation est référée à un seul grand prieuré. Mais lorsqu'il y a 3 grands prieurés, comme en France, pour rappel, Auvergne, Occitanie, Bourgogne, eh bien, il n'y a pas à la tête un grand prieuré, il y a un grand directoire. Et comme on utilise une formulation ancestrale, on l'appelle grand directoire des Gaules, l'espace géographique dans lequel se trouvent les 3 provinces françaises. Et c'est ainsi que la patente de consécration, après la cérémonie qui a eu lieu en mars 1935, fait figurer l'intitulé par la lettre et charte patente, etc. Nous déclarons légitimement réveiller et restituer les archives de la seconde province d'Auvergne et autorité sur les 3e et 5e provinces de Bourgogne du grand directoire des Gaules. Le grand directoire des Gaules venait de naître à cet instant, comme nous venons de donner naissance
à une loge cet après-midi et avait pour mission, c'est d'ailleurs ce qui est inscrit à l'intérieur de cette charte patente, de faire vivre, développer et rayonner le régime écossais rectifié selon les bases telles que fixées et arrêtées lors des convents fondateurs des Gaules, 1778, et de Wilhelmswald. Et Camille Savoir et les frères qui sont autour de lui, Julia Rybinski, Antonin Bass, etc., avec un enthousiasme magnifique, développent le régime, mais ils le font en se mettant à l'écart des obédiences. Ils le font en s'écartant du Grand Orient de France, puisqu'ils comprennent en 1935 que le régime écossais rectifié n'est pas soluble dans l'eau obédientielle, que c'est un enfant sauvage qui a besoin pour vivre en authenticité et en vérité d'une complète indépendance et autonomie. 1935, nous sommes à quelques années de la déclaration de guerre qui arrive en septembre 1939, et lorsque les autorités françaises demandent à l'ensemble des responsables des structures maçonniques de mettre leurs travaux à l'abri des possibles répressions que la guerre pouvait amener, Camille Savoir et les frères qui sont autour de lui se mettent en sommeil. À la fin de la guerre, en 1946, lorsque le général de Gaulle invite en mots choisis les responsables des associations philosophiques à bien vouloir reprendre leurs travaux, car ils ont l'assurance de la protection de la République française, eh bien, Camille Savoir se rend à Nanterre. On est au mois de décembre, quelques jours de Noël, 10 jours de Noël exactement, le 15 décembre 1946, et déclare, réveillé, après ces années de guerre assez terribles, déclare réveillé, non pas le grand directoire des Gaules, il fait une erreur de formulation, mais le grand prieuré des Gaules. C'est-à-dire que tout à coup, il utilise sans doute par mimétisme la désignation avec laquelle il avait l'habitude de correspondre avec nos frères d'Helvétie, grand prieuré indépendant d'Helvétie, et au fond plaque la même désignation sur la désignation française. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a jamais eu à la matricule du convent des Gaules, ni du convent de Wilhelmswald, de quelconque grand prieuré des Gaules. Ça n'existe pas. Il y a des grands prieurés rattachés aux provinces, la Provence, l'Armorique, etc., etc., l'Aquitaine, Lyon, Auvergne. Mais il n'y a pas de grand prieuré des Gaules. C'est une abstraction linguistique. Et c'est non seulement une abstraction linguistique, c'est aussi une abstraction juridique. Vous savez que si vous allez en études notariales faire un acte en désignant tel ou tel comme légataire, si vous désignez un tel, le clerc de notaire ou le notaire indiquera sur le document la personne désignée avec ses noms et prénoms. D'ailleurs, on l'a entendu ici. On fait prêter des serments avec nom et prénom. Or, la désignation
de 1946 ne correspond à aucune désignation historique, ni celle de 1935, ni celle des convents fondateurs. Mais l'histoire étant ce qu'elle est, il se trouve que des générations et des générations de frères vont se retrouver reçus, comme l'on dit, au régime écossais rectifié, dans telle ou telle instance, parce que, évidemment, chaque structure obédientielle va se constituer en grand prieuré. Par charité fraternelle, je n'insiste pas trop sur la validité ou la légitimité de ces actes. Mais, quoi qu'il en soit, le régime, lui, vit l'ordre sous protection de telle ou telle obédience, reçoit des frères, se développe, s'accroît, et finalement fait que ce que nous sommes aujourd'hui, et beaucoup ici se souviennent de leur réception au régime écossais rectifié dans telle ou telle instance, ont bénéficié des lumières de la rectification. Et puis, l'histoire, comme vous le savez, étant un éternel recommencement, en 2000, puisqu'entre-temps, le grand prieuré des Gaules avait signé une clause, un contrat avec la Grande Loge nationale française, de manière à ce qu'il en devienne l'instance des hauts grades. En 2000, on apprend que nous avons, nous, rectifié, à faire un choix. Et ceux qui ici sont à mes côtés à Lorient se souviennent du caractère difficile de la question qui nous était posée. On était en juin, le 13 juin 2000. À l'époque, il n'y a pas encore Internet, alors on reçoit ça dans la boîte aux lettres, on ouvre le courrier, il doit y avoir une information quelconque, et on nous dit, avant le mois de septembre, vous aurez à décider et nous faire savoir ce que vous aurez choisi. Bon, ça a été ma première production rectifiée dans une lettre qui s'appelle « Appel aux frères du régime écossais rectifié ». C'était encore un jeune frère. Et on m'a dit « Bon, ça va, tu as l'air de bien écrire, toi, tu vas prendre ta plume et puis tu vas rédiger ce petit papier, on va l'envoyer à tout le monde et puis on va se réunir. On va décider de ce qu'il faut faire. » Et là, je remercie les autorités qui étaient au-dessus de nous, à celui qui exerçait la fonction de préfet à l'époque, prénommé Christian, qui lui aussi avait une longue carrière de dignitaire maçonnique, qui avait traversé de nombreux rites, et qui tout à coup nous dit: nous allons rester fidèles à ce que Camille Savoir a voulu et nous nous maintenons au titre du régime écossais rectifié. Il faut vous dire qu'à cette époque, on ne se serait pas avisé, ne serait-ce même que d'avoir un petit bouton de manchette vert qui aurait pu indiquer une appartenance à un grade qu'il ne fallait pas nommer. On faisait circuler, on peut dire sous le manteau, chez nous, des cahiers de couleur verte qu'il était interdit de faire figurer en loge bleue. Il ne fallait même pas en parler. Ça n'existe pas. Le vert était une couleur bannie.
tout ce qui est au-delà du troisième est un domaine qui, pour nous, n'a aucune importance. Bon, précisément pour nous, c'était là où les choses intéressantes commençaient. Et on se disait, mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Il y a, à la fois du point de vue de nos serments, de notre rattachement au régime, de notre lien historique avec l'ordre, une quasi-impossibilité initiatique et spirituelle. Oui, le fait de le dire est une chose, mais comment ensuite le traduire dans les faits, concrètement? Et c'est là que nous avons repris notre bâton de pèlerin à l'exemple de Camille Savoie, de manière à de nouveau faire vivre le régime rectifié, selon ses bases fondatrices. Alors vous allez voir, j'ai encore un instant, 3 minutes. Les montres suisses sont prêtes. Vous allez voir que l'initiative a été riche et a dépassé nos espérances. Pourquoi ? Parce que il nous est apparu que, de manière immédiate, ce qui avait fait la difficulté, c'est l'incompréhension de ceux qui regardaient le régime écossais rectifié comme un rite, comme les autres, un rite parmi tant d'autres, une incompréhension de sa nature véritable, une incompréhension de son ontologie, de son être propre. Et la grande expérience que nous avons faite, c'est d'essayer de nous rapprocher au plus près de l'être même, dans une sorte de phénoménologie transcendantale, Aurélie Husserl, de l'être même, de la substance interne du régime. Et l'être même du régime a pu être perçu dans une déprise à la fois métaphysique, conceptuelle et spirituelle qui nous a permis d'accéder à la pleine compréhension de la doctrine de la réintégration, fondée sur des principes premiers à partir desquels, s'ils sont compris, nous pouvons avancer et œuvrer au régime écossais rectifié, mais s'ils ne sont pas compris et perçus, nous en éloigner inévitablement. Et plus les mois, les années passèrent, plus finalement de cette année 2000 jusqu'à 2012, nous est apparu des éléments d'évidence sur le plan d'abord organisationnel, ensuite doctrinaux, et puis ensuite religieux. Alors, pour faire bref, sur le plan organisationnel, que fallait-il décider ? Revenir à la forme
propres tels que fixés par les codes de la pratique du régime et nous mettre en adéquation avec les rituels, avec la forme hiérarchique, avec l'administration, si l'on peut dire, du régime, et donc bâtir une structure authentiquement rectifiée. Deuxième point, métaphysique. Considérer, n'ayez crainte, vénérable maître, je ne serai pas trop long sur la métaphysique, même si c'est un sujet pour lequel j'ai une certaine sympathie. Considérer que le régime rectifié, coupé, séparé de son essence doctrinale, n'est plus le régime écossais rectifié. Et donc, ramener le lien interne entre régime et doctrine de telle sorte qu'il soit un lien absolument indissociable. Une doctrine, je le rappelle rapidement, dont on dit en chambre de préparation, Alain Pétran, qui veut nous rejoindre, monsieur, le préparateur, dans les rituels authentiques, tels que nous les avons réédités, monsieur, je dois vous prévenir que l'ordre ne peut accepter en son sein ceux qui ont une doctrine étrangère et contraire à ce qu'il est, à la sienne. Alors la plupart du temps, on va en chambre de préparation, on prend une belle épée, on est là, le vénérable maître m'envoie auprès de vous, monsieur, et je dois vous dire que si vous avez une doctrine contraire à la nôtre, non, évidemment, on ne le menace pas, mais on lui fait comprendre que ce n'est pas possible. Le problème, c'est que la plupart de ceux qui vont en chambre de préparation, en livrant ces mots, ne savent pas ce qu'ils signifient. Et ils reviennent, vénérable maître, le profane m'a assuré de sa volonté d'être reçu maçon et m'a donné toutes les garanties. En fait, il n'a rien donné comme garantie. Il s'est contenté de répondre un peu comme il peut aux 3 questions d'ordre. Pour le reste, la doctrine, pensez bien. Ceci étant, je signale quand même qu'en chambre de préparation, on va dévoiler aux profanes, c'est-à-dire quelqu'un qui peut encore dire « Bon, je rentre chez moi, hein, j'ai vu un peu votre environnement, ça ne me plaît pas beaucoup. » Voilà. Il peut dire encore qu'il s'en va. Eh bien, on dévoile à ce profane que son âme a été émanée de la divinité. Votre âme, monsieur, émanée de la divinité. Une âme émanée, vous vous rendez compte de ce que l'on dit? Alors, ce sont des textes du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, je peux vous assurer que sur le plan des définitions métaphysiques et théologiques, lorsqu'on évoquait l'émanation de l'âme, on savait de quoi il retournait. Hein. Aujourd'hui, aimanté, de quoi me parle-t-il, celui-là? Avec la déchristianisation, on ne sait plus du tout ce que ça signifie. Mais l'émanation de l'âme, mes bien-aimés frères, ça signifie que, selon notre doctrine, le grand architecte de l'univers a conçu Adam à partir de sa propre substance. Il n'y a pas de distance ontologique entre Adam et le grand architecte de l'univers, qu'ils participent d'une même nature. D'une même nature. Adam et le grand architecte de l'univers sont d'une même nature. C'est-à-dire qu'en réalité, tout homme porte les mêmes caractéristiques que Jésus-Christ, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. C'est le credo que je suis en train de vous réciter. Et c'est ce qu'on raconte à un profane dans la chambre de préparation.
Et c'est d'ailleurs tout le programme à partir duquel ce profane, reçu chez nous, va pouvoir avancer en connaissance, en lumière, en compréhension des vérités cachées, des connaissances mystérieuses que l'ordre possède depuis l'origine des temps, depuis ce fameux christianisme primitif. Et cette émanation de l'âme confère à chacun de ceux qui vont poser leurs pas sur le chemin du régime écossais rectifié, à leur permettre d'avancer. Comme dit Jean-Baptiste Villermoz, l'initiation n'a pas d'autre but que de nous faire passer du porche au sanctuaire. Le régime écossais rectifié a pour mission de faire passer tous ceux qui y appartiennent et qui en sont membres à cet ordre du porche au sanctuaire. Sanctuaire du ciel, de la Jérusalem céleste, de nous rendre citoyens du ciel, de nous faire des membres du sanctuaire invisible. On retrouve, rappelez-vous, les premiers mots de cette communication sur l'air. Et oui, car les agents qui nous entourent vont nous conduire invisiblement vers ce sanctuaire, nous en ouvrir les portes, pas à nous. On ne va pas arriver, allez, ouvre. Non. L'ange, bon compagnon, qui représente et qui est représenté par le second surveillant, ne craignez rien, monsieur. Et suivez-moi. Le vénérable maître va indiquer un guide invisible ne saurait à celui qui marche dans les ténèbres. Enfin, le troisième point, j'abrège parce que autrement on pourrait rester longtemps sur la métaphysique de l'ordre. Le troisième point, c'est le point religieux. Oui, l'ordre est chrétien. Et il ne peut être autre que chrétien. Mais le christianisme, qui est celui du régime, n'est pas exactement identique à celui des définitions conciliaires. Faute de l'avoir dit, faute de l'avoir rappelé, faute d'y avoir insisté, beaucoup se sont trompés sur la nature de l'ordre et ont souhaité le ramener à une identité qui n'est pas la sienne. Ces trois points nous sont apparus comme étant des points qui méritaient d'être portés à l'évidence en déclarant, là où nous nous trouvions, nous sommes en 2012, en décembre 2012, qu'il n'était plus possible pour nous, quelles que soient les désignations des structures dans lesquelles nous nous trouvions, qu'il n'était plus possible pour nous de continuer ainsi. Et donc, avons décidé, vous vous rappelez, j'ai indiqué, il y a déjà un moment, que Camille Savoir, en 1946, était allé déclarer réveillé sous une appellation différente, ce qui avait pourtant été constitué en 1935 sous le nom Grand Directoire des Gaules. Après 66 années, 66, c'est quand même un nombre intéressant, d'invisibilité, de disparition de la visibilité immédiate, nous avons décidé de réveiller
le Grand Directoire des Gaules, le 15 décembre 2012, afin de revenir en fidélité à une pratique authentique de la nature organisationnelle, métaphysique et religieuse du régime tel que Jean-Baptiste Villermoz l'avait souhaité. Le paradoxe de cette histoire, et ce sera ma conclusion, c'est que, en prenant cette décision, nous réédifions l'arc historique qui nous rattachait à ceux qui, en 1935, avaient souhaité le réveil du régime en France, et ceux qui, en 1830, avaient souhaité qu'il ne disparaisse pas en confiant les éléments au grand prieuré indépendant d'Helvétie. Et aujourd'hui, les magnifiques vues de la divine providence font que c'est au nom du Grand Directoire des Gaules, Directoire national rectifié de France, que nous venons de poser les premières lumières d'un édifice qui lui-même a pour origine le XVIIIe siècle, comme notre bien-aimé frère orateur l'a rappelé, et qui attendait, au fond, la fécondité organisationnelle, métaphysique et religieuse du Grand Directoire des Gaules pour de nouveau, sous votre maillet, vénérable maître, transmettre et faire vivre l'ensemble des lumières de l'ordre telles que Jean-Baptiste Villermoz le souhaita en 1778, après que sa rencontre avec Martinez de Pasquali lui ait fait comprendre que le lien intérieur à partir duquel l'homme peut traduire sa vie spirituelle en ce monde passe par le contact direct avec la présence transcendante dans une démarche de réconciliation, de purification, d'union et de sanctification, qui lui permettent, par ces 4 temps du culte primitif, de revenir auprès de celui dont il est le Fils chéri et aimé, et qui nous donne, les uns et les autres, ce titre merveilleux de bien-aimé. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du grand architecte de l'univers, bien-aimé du ciel, bien-aimé frère, c'est par ces mots que je souhaite à cette respectable loge, à son vénérable maître et à tous ceux qui l'entourent, de traverser dans la lumière les années qui sont devant eux, afin que, rayonnant de la puissance intérieure transmise par le régime écossais rectifié, ils réalisent la pleine destinée de leur État de membres du régime et également de fils aimés du Père. Camille Savoir avait raison. Aimez-vous les uns les autres, car vous êtes enfants du même Père. Dans cet amour, communion.